Nouvelle BMW série 1, c'est la 4e génération de ce modèle capital pour le constructeur bavarois, puisque depuis le lancement de la première génération en 2004, elle s'est écoulée à plus de 3 millions d'exemplaires à travers le monde. Et même en France, c'est un modèle clé pour BMW, puisqu'elle représente, avec 10 476 unités vendues en 2023, le deuxième modèle le plus vendu dans l'Hexagone, derrière bien sûr le BMW X1. Et dans la catégorie des compacts premium, elle n'est pas première, elle se fait toujours doubler par la Volkswagen Golf, avec en 2023 15 111 unités. Viennent juste après elle en 3e position l'Audi A3, 8222 unités, et ensuite très proche la Mercedes Classe A avec 8147 unités. Alors est-ce que cette 4e génération de la BMW série 1 est très différente de la précédente, la 3e? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Surtout, est-ce qu'elle a des chances de prendre la place du BMW X1 et devenir le modèle le plus vendu dans l'Hexagone? Et enfin, est-ce qu'elle a des chances de doubler la mythique Volkswagen Golf sur le podium pour prendre la première place du segment des compacts premium? Je vais répondre à toutes ces questions en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo et surtout, je vais la comparer à toutes ses concurrentes. Pour répondre à ces questions, comme à mon habitude, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, ses technologies embarquées, son habitacle, le coffre, le moteur. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier et je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités pour que vous sachiez tout sur cette 4e génération de la BMW série 1. Sur YouTube, abonnez-vous les amis, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes essais chaque vendredi à 17 h. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Vous êtes prêts? C'est parti! Vous le savez, les BMW sur le marché du neuf sont réputés comme ayant des prix élevés en achat comptant. Par contre, avec les systèmes de financement qui sont très à la mode en ce moment, et le fait qu'elles aient des valeurs résiduelles à 2, 3, 4, 5 ans qui soient élevées, vous avez des loyers qui sont extrêmement faibles. Et cette 4e génération ne déroge pas à la règle, puisque si je prends sur 37 mois, 45 000 km avec l'entretien, la garantie perte financière, sans apport, une BMW 120 M Sport, elle sort à seulement, écoutez bien, 359 € par mois. Et si vous la prenez avec la couleur Skyscraper Grau plus le pack premium, elle sort, cette 120 M Sport, à 379 € par mois sans apport. Cette offre, elle est pour les professionnels, profession libérale. Je vous le précise, si ça vous intéresse, j'aime bien vous partager des offres intéressantes, vous le savez, sinon je ne le fais pas. Cliquez sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo. Vous avez juste à remplir le formulaire et vous serez rappelé par un conseiller expert de chez PCA Service. Il n'y a que 30 exemplaires dans l'offre dont je vous parle dans cette vidéo qui sont disponibles. Et surtout, le délai de livraison, il est immédiat puisqu'elles sont en stock. Vous aurez accès à cette voiture rapidement, pas besoin d'attendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois pour avoir votre nouvelle BMW série 1 de 4e génération. J'ai vérifié sur internet à l'heure où je vous parle, c'est l'offre la plus attractive que j'ai pu vous trouver. Et puis autre point très important, c'est qu'en termes de fiscalité, il y a un malus qui est très faible, quelques centaines d'euros seulement, et la TVS c'est pareil, environ 400 € par an en fonction du niveau d'équipement que vous aurez choisi. Donc l'impact fiscal sur cette voiture est vraiment restreint. Maintenant, je vais vous détailler cette nouvelle BMW série 1. Je vais commencer par la face avant du véhicule. De série, vous aurez le toit qui est en couleur carrosserie et pour 400 €, vous pourrez avoir le toit noir. Ensuite, on a ce capot qui est selon moi beaucoup plus réussi que sur la précédente génération. Après, c'est mon opinion, mais je trouve l'ancienne génération de la série 1 avait l'avant qui était un petit peu trop tronqué, un petit peu trop ramassé, court, et ça ne profilait pas correctement le dessin du reste du véhicule. Alors que là, je trouve que les lignes sont plus adoucies, il est un peu plus élancé. Grâce à ces lignes longitudinales, on a des galbes qui sont assez prononcées. Et puis, on a cette nouvelle signature lumineuse qui apporte plus de vélocité, plus d'agressivité dans le dessin du véhicule. Elle me fait même penser à une BMW Z4 quand on la regarde de devant. C'est plutôt un compliment. On a des projecteurs Advance Full LED
Ça, c'est inclus dans le pack innovation pour 3600 €. Au centre, la double calandre noire avec les lamelles verticales, plus diagonale, avec un entourage en alu brossé de série, et vous pouvez l'avoir en noir brillant sur notre modèle grâce au Shadowline M étendu. On a une calandre qui est plus large que sur l'ancienne génération. Bouclier avant qui est spécifique sur notre finition M Sport, avec la large entrée d'air centrale, plus des entrées d'air latérales verticales en noir brillant, ça lui donne un petit côté sportif. On a une face avant qui est en résumé plus basse que sur l'ancienne génération. Selon moi, ils ont axé l'évolution du dessin de cette voiture sur la face avant sur deux éléments clés. Bien sûr, la signature lumineuse avec ses nouveaux projecteurs et surtout le dessin de la calandre. Une calandre qui est moins haute que sur la précédente génération, plus large, plus agressive. Et ça lui retire ce design de SUV crossover que la précédente génération avait. Alors c'est vrai que quand on regarde l'avant du véhicule, on a une structure assez complexe, beaucoup de pièces, ça complexifie un petit peu le dessin, mais ça lui donne un côté beaucoup plus moderne. Comme quoi avec des petits ajouts de pièces, on peut améliorer un dessin de manière assez efficace. D'ailleurs, en parlant de pièces détachées, c'est Ovoco qui sponsorise cette vidéo, donc je tiens à les remercier. C'est grâce à eux que je peux vous faire la présentation de cette nouvelle BMW série 1 de 4e génération. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ovoco, Ovoco c'est une plateforme qui vise à améliorer l'achat de pièces détachées pour votre voiture en mettant en relation des milliers d'utilisateurs avec plusieurs milliers de vendeurs partout en Europe qui vendent eux aussi des pièces détachées. Ils fournissent aussi des pièces détachées d'occasion qui sont accessibles et surtout conformes aux normes environnementales, et ça c'est livrable directement chez vous. Alors vous pourrez bénéficier, quelle que soit de votre voiture d'ailleurs, quelle que soit la pièce, de millions de pièces détachées en stock, que ce soit des boîtes de vitesse, commodo, boutons, carrosserie, avec les meilleurs prix sur le marché de l'occasion. Il y a plus de 5000 vendeurs parmi lesquels choisir. Il y a un envoi rapide de l'article par le vendeur et surtout il y a 14 jours de garantie de remboursement en cas d'incompatibilité, et ça vous permet de recevoir une autre pièce ou juste tout simplement d'être remboursé. Donc si vous avez envie de dépenser moins d'argent dans vos achats de pièces détachées, je vous ai mis pareil un lien en description de la vidéo, donc cliquez sur ce lien et vous allez voir, Ovoco il commence à être connu dans le milieu de la pièce détachée, et ceux qui font de la mécanique connaissent forcément Ovoco, car en termes de prix, ils sont hyper compétitifs, mais surtout, et là j'insiste là-dessus, en termes de choix, il y a vraiment des millions de pièces détachées disponibles, donc cliquez sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo. Sur la partie latérale, on a des jantes en alliage avec des rayons en Y qui font 19 pouces, avec ce coloris Jet Black bicolore. Ça lui va assez bien, je trouve. Elles sont facturées 650 €, ce sont les 976M. Honnêtement, je pense que c'est la bonne taille pour le gabarit de la voiture. Plus petit, ça n'aurait pas été très esthétique, et plus gros, ça aurait été un petit peu trop conséquent en termes de design et surtout de place. Étrier de frein rouge siglé Motorsport. Ils sont inclus dans le pack M Sport Pro pour 1550 €. Vous pouvez d'ailleurs les avoir en bleu pour 660 €. Et vous pouvez aussi avoir les freins M Composite gris pour 860 €. Il faut savoir qu'à l'avant, on a des étriers fixes 4 pistons et à l'arrière, étrier flottant mono piston. Jupe latérale en couleur carrosserie avec des inserts latéraux noirs. On a une ceinture de caisse juste en dessous des poignées de porte qui sont couleur carrosserie non affleurante. Rétroviseur couleur carrosserie et noir sur la partie inférieure. Ils sont chauffants, réglables et rabattables électriquement avec la caméra 360 degrés. Et vous avez une fonction anti-éblouissement pour le conducteur. Entourage des vitres en noir brillant de série. On a le vitrage calorifuge pour 410 € qui est disponible. Et toujours le pli Hofmeister qui comporte la désignation 1, caractéristique des modèles BMW. Il y a plusieurs teintes disponibles. Sur notre modèle, on a le Saphir Schwarz métallisé pour 890 €. Empattement 2,67 m et un réservoir de carburant avec une capacité de 49 litres. Spoiler arrière M incluant le 3e feu stop, qui a une vraie fonction aérodynamique à haute vitesse selon BMW, puisqu'il est censé améliorer les appuis du véhicule. On a des inserts décoratifs sur les parties latérales de la lunette arrière en noir brillant. Ça va assez bien avec ce pack Shadowline M noir brillant. Et puis des feux arrière qui sont plus effilés versus l'ancienne génération, en deux parties. C'est vrai que sur l'ancienne génération, il y avait encore une fois trop ce look de SUV dans le dessin des phares, surtout à l'arrière. Là, ils ont quand même corrigé le tir et ça, c'est bien vu de leur part. On a un diffuseur arrière sportif avec des lamelles verticales. Là aussi, entre ça et les catadioptres verticaux qui sont sur les flancs à l'arrière du véhicule, ça lui donne un côté très bodybuildé. On est sur un véhicule qui a un dessin en phase avec son appellation M Sport. Ça, c'est plutôt bien vu. Absence des échappements, ils sont plus visibles. Ils sont vraiment cachés sous ce diffuseur arrière. Et puis, vous pourrez avoir un crochet d'attelage amovible pour 900 € si vous souhaitez tracter avec votre nouvelle BMW série 1. Ouverture et fermeture électrique du haillon pour 510 €, c'est une option. On a dans cette configuration 300 litres. Alors on perd par rapport à l'ancienne génération, puisque l'ancienne génération, pour rappel, c'était 380 litres.
80 litres de perdu, mais c'est quand même au profit du design du véhicule qui est beaucoup plus sexy sur cette 4e génération. La banquette arrière, elle est rabattable, donc une fois que vous l'aurez rabattu, vous aurez 1135 litres, et sur la précédente génération de mémoire, c'était 1200 litres d'espace banquette rabattu, donc on perd quand même près de 80 litres, hein, quelles que soient les configuration choisie dans le coffre. Bien sûr, on a un cache-bagages et vous avez un rangement supplémentaire sous le plancher du coffre dans lequel, pour le coup, vous pourrez ranger pas mal de choses. Il y a des crochets aussi de maintien qui sont disponibles ici, un petit filet sur la partie droite seulement qui est disponible. Et pour fermer le haillon, ça se passera avec cette commande. Au niveau de ses dimensions longueur, 4,36 m, c'est plus 4 cm versus l'ancienne. Comme je vous le disais, hein, ils ont eu besoin d'étirer le véhicule pour lui donner un peu plus de bestialité dans son design, aussi bien sur l'avant que sur l'arrière, et forcément les plus 4 cm sont présents. Sur la largeur hors rétroviseur, on est toujours à 1,80 m, et sur la hauteur, on prend 3 cm, on est maintenant à 1,46 m, donc plus longue, plus haute, et sur son poids, 1500 kg sur la balance. Alors j'ai essayé de regarder sur internet l'ancienne génération, si vous prenez un modèle de 2020 par exemple, en 120i, boîte automatique, on est à 1465 kg. Alors c'est toujours difficile de trouver à niveau d'équipement équivalent une différence de poids précise. Et on va dire que si elle a pris quelques dizaines de kilos, c'est le bout du monde. Donc sur le poids, l'évolution est très faible et difficilement perceptible. 5 motorisations disponibles à date. On a une motorisation diesel, 163 chevaux, 4 motorisations essence, dont celle que j'essaie aujourd'hui. On a un moteur de 122, 170 chevaux, c'est le 120 que j'essaie. On a aussi 218 chevaux et 300 chevaux comme puissance la plus élevée. Transmission au roue avant via une boîte automatique Steptronic à double embrayage à 7 rapports. Là, avec ce moteur, on a un petit moteur 3 cylindres 1,5 litre qui est associé à un système d'hybridation légère 48 volts pour une puissance totale de 170 chevaux, 280 Nm de couple. Les performances sont plutôt honorables, 226 km/h en vitesse de pointe, 7,8 secondes de 0 à 100 km/h, et la consommation annoncée par BMW, je vous donnerai la mienne sur la partie de l'essai routier, elle est à 5,7 litres en mixte. Niveau tarif, 34 950 € en prix de base pour cette nouvelle génération de la série 1. Et si vous souhaitez le moteur 120 essence 170 chevaux avec comme couleur extérieure le Skyscraper Grau et le pack premium et la finition M Sport, donc là ça vous reviendra à 45 140 €. Et le modèle que je vous présente dans cette vidéo, lui, a tous les packs et s'affiche à un peu plus de 56 000 €. Donc ça peut monter très haut chez BMW. Mais si je reviens sur l'offre en location longue durée de PCA Service, en gros, pour une voiture qui coûte 45 100 € en location longue durée pour les professionnels sans apport sur 37 mois, elle sort à 379 € par mois. Donc entre immobiliser 45 000 € de trésorerie et payer 379 € par mois, bon, je pense que la question est vite répondue. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Je vous le rappelle, je vous le dis à chaque fois, et sinon vous me posez la question, moi je fais 1,88 m. À l'arrière, vous pouvez le constater, bon, je ne ferai pas forcément 1000 km. Là, si je me tiens vraiment droit, j'ai la tête qui touche à l'arrière du véhicule. Alors certes, pour une personne de 1,80 m, ça passera. Au-delà, ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai réglé le siège avant pour ma taille volontairement, parce que j'ai vu certains essais où ils montraient une place phénoménale. Bon, j'ai réglé le siège avant pour ma taille. On voit que j'ai besoin de mettre mes genoux de part et d'autre du fauteuil avant pour être confortablement assis. L'assise est plutôt bonne, ça c'est la bonne nouvelle. L'accoudoir tombe bien au niveau des bras, ça c'est plutôt pas mal aussi. La troisième place, celle du centre, est quand même très ferme. Et puis on a surtout une présence assez importante du tunnel central qui remonte par rapport au plancher à l'arrière d'au moins 15 cm. Et ça forcément, la place centrale, ce sera pour des petits trajets uniquement ou pour des enfants. Bus d'aération orientable. On a 2 prises USB-C, pas de poche aumônière sur le dos des sièges avant, ça c'est un petit peu dommage. Une sellerie en Alcantara simili-cuir avec des surpiqûres contrastées de couleur bleue. On retrouve des ceintures avec les liserés Motorsport. La banquette arrière, elle est rabattable, ça c'est en option, en 40-20-40, avec un accoudoir central comprenant 2 porte-gobelets. On a une trappe à ski. On peut, pour 1250 €, et c'est le cas sur notre modèle, avoir un toit ouvrant panoramique avec le ciel de pavillon M anthracite. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est une option qui est, selon moi, nécessaire pour apporter un puits de lumière complémentaire dans cet habitacle, certes beaucoup plus moderne que l'ancienne génération, mais tout de même très sombre. Donc à l'arrière, pour un petit peu résumer, on a quand même un véhicule qui acceptera des personnes de, on va dire, 1,80 m. Au-delà, ça va être pour des petits trajets. Par exemple, je ne me sentirais pas de faire 1000 km à l'arrière de cette voiture.
parce que je me sentirais trop engoncé dans le véhicule, trop à l'étroit. On perd un petit peu en habitabilité par rapport à l'ancienne génération. En tout cas, c'est mon ressenti. J'avais cette sensation d'avoir un peu plus de place sur la 3e génération. La différence, elle est assez fine. Faut pas non plus exagérer le trait non plus par rapport à l'ancienne génération, mais j'ai quand même cette sensation de perdre un petit peu en habitabilité. Sur les contreportes, on est toujours sur une qualité de finition d'assemblage à l'allemande, hein, BMW, même si ils n'ont pas transcendé le dessin des contreportes sur l'arrière du véhicule, on est quand même dans du premium. Même constat sur les contreportes à l'avant. On a un système audio de série 6 haut-parleurs et pour 810 €, ça équipe notre modèle. On a l'Harman Kardon 12 haut-parleurs. Sur les sièges avant M Sport, 800 € sur notre modèle. Alors, il donne énormément de look à l'habitacle du véhicule. On a les appuis-têtes intégrés, le logo M éclairé. Ils sont chauffants, ils sont même électriques à mémoire conducteur pour 960 € sur notre modèle. La voiture que je vous présente, elle s'affiche quand même à plus de 56 000 €. Ils ont mis quasi tout le catalogue d'options. En revanche, sur ces sièges, ils sont super confortables, très typés sport, avec des flancs qui sont très marqués, mais ils vous apportent beaucoup de confort, malgré leur look très sportif. Et si vous voulez un habitacle vraiment au top, ce sera une option à privilégier, je pense. En tout cas, sur la qualité de fabrication, on est vraiment sur du premium, voire ultra premium, tant les sièges sont magnifiquement réalisés. Affichage tête haute couleur sur notre modèle, on a un combiné d'instrumentation 10,25 pouces qui inclut dans cette dalle BMW Curve Display. Ça, c'est une des grandes différences d'ailleurs par rapport à la précédente génération. Volant AM gainé en cuir 3 branches multifonction, très réussi en termes de design. Perso, je suis super fan de ce volant. Il peut être chauffant pour 210 €, c'est le cas sur notre modèle. À droite, vous aurez accès au téléphone, au volume du système audio, à la navigation dans l'écran d'instrumentation, la commande vocale et à gauche, à l'ensemble des aides à la conduite. Bien sûr, il y a des palettes derrière le volant si vous souhaitez passer en mode manuel dans le passage de vos rapports. Beaucoup d'aides à la conduite de série. On a le régulateur de vitesse avec la fonction freinage, l'avertisseur de franchissement de ligne, l'avertisseur d'angle mort, l'avertisseur de collision avant et arrière et l'avertisseur de trafic transversal arrière. Et vous avez aussi la reconnaissance des panneaux de signalisation, notamment grâce à la caméra qui est en haut du pare-brise. Et grâce au Driving Assistant professionnel pour 1650 € qui est présent sur notre modèle, c'est la première fois qu'il est disponible sur la série 1, vous aurez le pilotage semi-automatique avec l'assistant de maintien dans la voie. Dans la suite de cette dalle BMW Curve Display, on a bien sûr l'écran d'infodivertissement qui est tactile, qui fait 10,7 pouces, qui est inclus dans cette très large dalle. Et ça participe aussi à ce côté très épuré sur le tableau de bord. Et il n'y a par contre plus de boutons physiques. Donc il faut quand même s'y habituer. Le réglage du chauffage, de la climatisation, de la radio, etc. En fait, tout se fait via l'écran Curve Display tactile. C'est un petit peu déstabilisant lors des premiers kilomètres, il faut quand même le savoir. Vous avez l'Android Auto, l'Apple CarPlay qui sont de série. Bien sûr, la navigation. On a le réglage de la climatisation en bas de l'écran. Là, on a une automatique Bizone qui est facturée 560 € sur notre modèle. Sur notre modèle, on a aussi le parking assistant professionnel, 210 €. Donc en gros, ça gare automatiquement la voiture pendant que vous surveillez la manœuvre. Vous avez la possibilité de déclencher la manœuvre depuis le smartphone et ça mémorise aussi les 200 derniers mètres parcourus. On a des inserts décoratifs en aluminium graphite illuminé sur notre modèle. Ça, c'est assez joli. Chargeur à induction aussi sur notre modèle, tout en bas, avec 2 portes gobelets, 2 prises USB-C et une prise 12 volts qui est présente juste là. Sélecteur de vitesse qui a été entièrement redessiné. On a des boutons d'accès rapide à la caméra, au mode de conduite, aux aides à la conduite, au volume, aux playlists, aux freins de parking. Et vous avez aussi la commande Start and Stop. Et là, on a un accoudoir central qui est assez logeable, dans lequel vous pourrez mettre votre portefeuille, vos lunettes de soleil, vos clés, etc. Ça, c'est aussi plutôt pas mal. Plus épuré, plus moderne, plus technologique. Ils ont clairement fait un bond en avant dans la planche de bord et l'habitacle de cette nouvelle génération de la série 1. L'ancienne avait, selon moi, un petit train de retard par rapport à ses concurrentes. Là, ils l'ont clairement rattrapé. Passons maintenant à l'essai routier. Alors, première chose que j'ai notée sur les suspensions. Déjà, on a avec le véhicule et la finition que je vous présente dans cette vidéo, les suspensions Select Drive M.
qui vont abaisser le châssis de 8 mm et surtout qui vont vous permettre de faire moduler les paramètres des suspensions en fonction de l'état de la chaussée et de votre style de conduite. Alors comme sur l'ancienne génération, c'était également présent, ça vous apporte un petit peu plus de dynamisme. Mais c'est pas ça qui va faire vraiment l'évolution par rapport à la troisième génération. Il y a pas mal de points qui expliquent pourquoi cette génération est certes un peu plus rigide, mais beaucoup plus efficace que la troisième, celle qu'elle remplace. Alors déjà, ce qu'on a, c'est qu'on a une optimisation de la cinématique des essieux. On a des supports de barres stabilisatrices qui sont hautement précontraints. Et puis on a une nouvelle technologie d'amortisseur qui vient optimiser l'acoustique et aussi la stabilisation de la carrosserie. Le véhicule est plus agile, ça on le voit immédiatement. Il y a aussi une autre chose qui explique cette agilité accrue, au-delà bien sûr de la présence de la direction Direct Drive, mais ça c'était aussi le cas sur la précédente génération. On a un angle de chasse sur les roues avant qui a été augmenté de 20%, là aussi qui vient améliorer la stabilité du véhicule, notamment dans les phases sinueuses et les virages. Et en plus du système de limitation du patinage, on a le BMW Performance Control, qui est un système qui vient en fait appliquer de manière précise des freinages sur les roues intérieures au virage. On retrouve ce genre de technologie d'ailleurs chez Porsche avec le PTV+, le Porsche Torque Vectoring, c'est un peu le même système. Et en fait, ça vient vous apporter une aide au braquage et surtout une aide lorsque vous commencez à attaquer des lacets, des virages qui sont assez étroits. Et ça vous apporte le petit surplus de braquage supplémentaire nécessaire pour être efficace dans ces zones sinueuses. Alors, toutes ces technologies combinées, le véhicule est plus efficace, va plus vite dans les virages que les précédentes générations. Alors, ce que je regrette un peu, moi, à titre personnel, là, on est sur une version traction. Certes, le véhicule est efficace, certes, il est très sécurisant, certes, il a un comportement routier qui est hyper plaisant, beaucoup plus que la troisième génération, mais on n'a pas le fun des premières générations de la série 1 qui avaient la chance d'être disponibles avec une transmission aux roues arrière. Alors vous pourrez vous consoler avec les transmissions X-Drive, donc transmission intégrale, qui sont disponibles sur certaines motorisations de cette quatrième génération, mais on n'aura bien évidemment pas le côté fougueux qu'on pouvait trouver sur les séries 1 il y a encore 10 ans. Dommage. Alors, pourquoi aussi BMW a choisi ce positionnement? C'est aussi pour plaire à de plus en plus de clients. C'est vrai que les toutes premières générations de série 1, bon, quand il commençait à pleuvoir ou neiger, elles ne mettaient pas forcément en confiance ceux qui souhaitaient rouler normalement sur la route. Et ils ont senti qu'ils étaient dans l'obligation d'amener davantage de sécurité en passant sur des tractions et des systèmes X-Drive à transmission intégrale. Alors, ça n'a bien sûr pas fait le bonheur des aficionados des dérives, des dérapages, des voitures en travers, etc. Vous vous en doutez, mais ça a fait le bonheur de beaucoup plus de clients de manière générale. Et c'est aussi pourquoi BMW a pris ce changement radical. Sur les modes de conduite, ils sont disponibles avec la commande MyMode. Donc vous avez Personal, Sport, Efficient, Expressive, Relax, Digital Art et Silent. Alors là, il ne transcende pas le véhicule non plus, surtout avec 170 chevaux, 280 Nm de couple. Bon, même si les performances sont assez correctes, les modes de conduite, eux, sont difficilement perceptibles. Alors certes, d'un mode de conduite à l'autre, vous avez en fait l'affichage qui change, le réglage de la direction, la réactivité du moteur et aussi le réglage des suspensions. Ça change un petit peu quand vous passez de sport à efficient, par exemple. Oui, il y a une petite différence. Bon, on n'est pas sur un véhicule avec une philosophie où vous allez faire des tours de circuit, des chronos à fond. Vous allez sur Autobahn en Allemagne à 250 km/h. De toute façon, elle ne peut pas, elle monte qu'à 226 km/h. C'est plus marketing, ces modes de conduite qu'autre chose. Je vous rappelle juste qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de mode de conduite dans les voitures et ça nous allait très bien. Ça change un tout petit peu le caractère du véhicule. Effectivement, si vous voulez attaquer un col de montagne, vous passerez en mode sport, mais la plupart du temps, vous serez en efficient ou en expressif. Et ça vous suffira amplement. Bon. Si je me mets en mode sport, je vais accélérer à fond. Allez, c'est parti. Alors ce qu'on remarque, c'est que dans les hauts régimes, ce petit bloc de 1,5 litre de cylindrée
est assez bruyant, il faut le reconnaître. Dès que vous commencez à le cravacher, ça fait plus de bruit qu'un 4 cylindres, encore beaucoup plus de bruit qu'un 6 cylindres. Alors pas dans le bon sens du terme, hein. C'est un bruit pas forcément agréable, rien de dérangeant. Heureusement, ça c'est un bon point pour elle, le véhicule est très bien insonorisé. On n'est pas à des années-lumière, mais on est quand même très loin de l'insonorisation des toutes premières générations de la série 1. Ils ont mis quand même un point d'honneur à améliorer l'acoustique pour le plus grand bonheur des occupants du véhicule. Les performances sont bonnes, hein. 0 à 100 km/h, un peu moins de 8 secondes, 226 km/h en vitesse de pointe, avec ce moteur de 170 chevaux. Les consommations, moi j'étais plus aux alentours des 7 litres au 100 que des 5,7 litres annoncés par le constructeur, avec une conduite un petit peu dynamique certes, mais sans trop exagérer non plus le trait. Donc pour un véhicule de 170 chevaux, moi ce que je trouve top, c'est qu'il y a eu une énorme amélioration des qualités dynamiques du véhicule, tant sur les suspensions, la direction et aussi toutes les technologies que je vous ai expliquées tout à l'heure. On a sur la direction un véhicule qui est très communicatif, précis, plus efficace que l'ancienne génération, surtout plus sécurisant que sur l'ancienne génération. Sur le freinage, je vais vous faire un petit freinage à pleine charge, je suis à 90 km/h. Elle freine hyper court. Ça, c'est top pour elle. L'ancienne génération était aussi reconnue pour ses qualités sur les phases de décélération et celle-ci ne déroge pas à la règle. Vous pouvez en plus opter pour les freins en composite si vous aimez de temps en temps bien solliciter le système de freinage de votre série 1, même si je pense l'immense majorité des gens n'opteront pas pour cette option qui quand même est assez coûteuse. Bref, vous avez une 4e génération qui fait tout mieux que la 3e, avec un prix certes qui peut être élevé, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ils ont réussi à gommer tous les petits défauts de la précédente, et même si le coffre est un tout petit peu moins grand que sur l'ancienne, sur le dynamisme, et c'est souvent pour ça qu'on achète une BMW, ils ont encore amélioré les qualités dynamiques du véhicule. Est-ce que ça va lui suffire pour se hisser à la première place du segment des compacts premium? Ça, je vais vous donner mon avis, mais ce sera d'ici quelques minutes. Il faut maintenant conclure l'essai de cette 4e génération de la BMW série 1 avec ce moteur de 170 chevaux. 3 cylindres seulement. Pas mal de défauts sur cette 4e génération. Vous savez, j'aime bien critiquer les véhicules que j'essaye. Déjà, j'ai trouvé que ce bloc 3 cylindres de 1,5 litre était un petit peu bruyant à haut régime lorsqu'on le sollicitait en phase dynamique d'évolution. On a du coup de ce fait une perte dans, si je puis dire, la noblesse des moteurs. Il y a quelques années, vous achetiez une série 1, vous pouviez avoir accès à des 4 cylindres bien sûr, mais aussi et surtout à des 6 cylindres à partir des 125i notamment. On a eu des 130i, 135i, 140i, moteur mythique, le 140i, un des meilleurs moteurs 6 cylindres de l'histoire, il ne faut pas avoir peur de le dire, et c'est vrai que sur ça, BMW perd un petit peu de sa noblesse. Les fans préféraient forcément, vous en doutez, les gros blocs 6 cylindres. Est-ce que ces blocs convenaient à l'immense majorité des acheteurs et utilisateurs de ces voitures? Je ne pense pas. C'est aussi pour ça qu'on est passé de voitures propulsion à des voitures traction, certes un petit peu moins fun, mais beaucoup plus sécurisantes pour la majorité des clients de ces BMW série 1. Autre défaut que j'ai trouvé, c'est l'absence de boutons physiques sur l'écran d'infodivertissement. Certes, le curve display, je vais y revenir, est très bien intégré dans cette planche de bord, mais il faut quand même s'y habituer. Et puis, on perd en habitabilité. Alors, c'est difficilement perceptible. Il faut vraiment en avoir conduit quelques-unes de l'ancienne génération pour voir qu'entre la 3e et cette 4e génération, on a une sensation, du moins, de perte en habitabilité. Alors, rien de dérangeant en soi, mais je l'ai quand même ressenti. C'est peut-être au niveau du dessin qui est un peu plus élancé sur celle-ci, qui fait que on se ressent un petit peu plus engoncé que l'ancienne. J'avais eu l'impression que sur l'ancienne, qui avait ce look de SUV, on avait beaucoup d'habitabilité. Et puis, alors ça c'est pour le coup beaucoup plus concret comme critique, on perd 80 litres dans le coffre. C'est un petit peu dommage, on passe de 380 à 300 litres sur cette génération. Après vous avoir donné beaucoup de défauts sur cette voiture, forcément, vous en doutez, elle a beaucoup de qualités. Alors déjà, l'intérieur est superbement réalisé, ça il faut quand même le reconnaître, et
ce fameux écran BMW Curve Display avec l'instrumentation et l'infodivertissement, y joue pour beaucoup. Jusqu'à maintenant, BMW était souvent critiqué sur les séries 1 pour un design un petit peu trop terne, un petit peu trop triste d'ailleurs, selon certains. Là, ils ont quand même réussi un petit tour de passe-passe qui est assez sympa pour les passagers avant, mais aussi à l'arrière du véhicule. Le véhicule est beaucoup plus sexy visuellement à l'intérieur et ça se vérifie aussi sur l'extérieur. De toutes les générations de la série 1, selon moi, c'est clairement celle-ci qui est la plus belle. Pour qu'elle soit parfaite, il aurait peut-être fallu un moteur 6 cylindres avec bien sûr une transmission roue arrière. Là, je pense qu'ils en auraient vendu encore plus. En tout cas, l'extérieur et l'intérieur sont superbement réalisés. Très bonne qualité dynamique aussi bien sur la direction que le châssis. On est sur une vraie BMW avec cette 4e génération. Et aussi, on a un équipement complet, il faut quand même le reconnaître. Là aussi, bien sûr, vous avez accès à un catalogue d'options qui est extrêmement long, mais la voiture, elle est beaucoup plus équipée que sur la précédente génération. Une fois qu'on s'est dit ça, alors j'ai posé plusieurs questions en début de vidéo. Est-ce qu'elle a des chances de doubler le BMW X1 en France? Alors, selon moi, non. Je suis assez catégorique là-dessus, je préfère vous le dire. Elle va rester à la 2e place car, vous le savez comme moi, en 2024 et surtout en 2025, les SUV connaissent un tel succès puisque en termes d'habitabilité, en termes de confort, en termes de capacité d'emport dans le coffre, ils correspondent beaucoup plus à l'utilisation de familles, à l'utilisation de professionnels qui veulent de temps en temps, par exemple, mettre des dossiers dans leur voiture, mettre de l'équipement pour partir en week-end, etc. Et donc du coup, le BMW X1 va rester à la 1re place, surtout que la dernière génération est pour le coup hyper réussie. Je vous en avais déjà parlé dans mon essai du X1 de dernière génération. Donc les fans de BMW série 1, vous ne verrez pas cette 4e génération doubler le X1 en termes d'unités vendues sur 2025. Pareil d'ailleurs sur les années suivantes. Est-ce que cette 4e génération va pouvoir se vendre davantage que la précédente? Selon moi, oui, car ces voitures sont achetées non pas pour la grandeur et la taille de leur coffre, surtout pour leur look et leur gabarit. Preuve en est, la Golf se vend extrêmement bien car elle est assez bien réussie cette dernière génération. Si on prend les Audi A3, Mercedes Classe A, là aussi, elles sont aussi choisies pour leur look, jamais pour la capacité et la taille de leur coffre et leur habitabilité non plus, parce que là je viens de critiquer l'habitabilité de cette 4e génération, les Audi A3 et Mercedes Classe A ne font pas mieux, je préfère vous le dire. Alors j'ai pris plusieurs critères pour savoir si cette 4e génération, dans la catégorie des voitures compactes premium, a des chances de prendre la 1re place du podium et donc d'accélérer sa commercialisation face à des concurrentes qui sont assez bien implantées, donc je les ai toutes citées, hein, Volkswagen Golf, Mercedes Classe A, Audi A3, et j'ai pris donc plusieurs critères pour les comparer. Le premier critère que j'ai pris, c'est le design. Sur le design, c'est le moins qu'on puisse dire, autant l'ancienne ne faisait pas l'unanimité, et malgré ça, ils auront quand même réussi à la vendre et à la positionner en 2e place en 2023. Celle-ci va davantage se vendre. Moi, je la positionnerai ex aequo avec l'Audi A3, clairement. Et après, en 2, je mettrai Mercedes Classe A, et en 3, Volkswagen Golf. Alors, ce n'est que mon avis, c'est très subjectif. Je ne suis pas en train de vous dire que la Volkswagen Golf est moche, je suis juste en train de vous dire que les autres sont mieux réussis esthétiquement. Sur les performances, il y a plusieurs motorisations, ça va de 122 à 300 chevaux, hein, comme je vous l'indiquais. Là, on était sur 170 chevaux. L'équivalent de la classe A, c'est la 200 AMG Line qui fait 177 chevaux. Mais c'est plus que la Volkswagen Golf 8 qui fait 116 chevaux, que l'Audi A3 Sportback 35 TFSI S-Tronic qui fait 150 chevaux. La série 1 sera la plus dynamique, que ce soit en accélération, mais aussi et surtout avec son châssis. Sur la consommation, 5,7 litres, c'est pareil que l'Audi A3 Sportback 35 TFSI S-Tronic, mais c'est plus que la Volkswagen Golf 8 qui fait 5,3 litres, et c'est moins que la Mercedes-Benz Classe A 200 AMG Line qui, elle, est annoncée par Mercedes à 6 litres au 100 km. Ça se tient dans un mouchoir de poche, mais il y a quand même une différence. Sur le coffre, bon là c'est moins que l'Audi A3 hein, qui fait 380 litres, que la Golf 8 qui fait 381, et que la Mercedes Classe A à 395 litres, c'est le plus petit coffre de sa catégorie. Et enfin, sur son prix, 42 400 € pour une 120 M Sport, sans bien sûr la peinture métallisée et le pack premium,
parce que sinon ça affiche à 45 140. Donc c'est moins que la Mercedes-Benz Classe A, hein, qui fait 43 449 € en 200 MG Line. Il faudra ajouter des options pour arriver au niveau d'équipement de notre modèle, hein, d'ailleurs. Et c'est moins aussi que l'Audi A3 Sportback 35 TFSI S-Tronic S-Line, qui fait 43 030 €. Mais c'est plus que la Golf 8, qui elle démarre à 33 000 €, mais vous n'aurez pas du tout le même niveau d'équipement et les mêmes options. Au même niveau d'options, la BMW sera moins chère que ses deux principales concurrentes, l'Audi A3 et la Classe A. Par contre, elle sera toujours plus chère que la Golf 8, qui sera aux alentours des 38 255 €, quasi full option. Mais la Golf offrira pas du tout les mêmes qualités dynamiques, et pareil en termes de matériaux utilisés. Donc pour conclure, une fois qu'on a analysé et pris en compte ces 4 critères, cette quatrième génération, est-ce qu'elle a des chances de finir la première place du segment des compacts premium? Bon, déjà, vous l'avez constaté, elle a le meilleur rapport prix-équipement-performance de sa catégorie, tout simplement. C'est déjà un très bon point. Et c'est souvent sur ce triptyque qu'on va aller faire son choix sur cette catégorie des compacts premium. Elle est mieux positionnée en termes de prix, elle a un très bon châssis, elle a un design intérieur et extérieur qui est superbement réussi, elle est confortable. Alors certes, elle perd sur le coffre, c'est le coffre le plus petit avec ses 300 litres, et ça c'est bien dommage, elle perd 80 litres par rapport à l'ancienne génération. Mais on pourra se consoler avec un design qui est, il faut quand même le reconnaître, le mieux réussi, même si l'Audi A3 en est très proche. Moi j'aime beaucoup l'Audi A3, je la trouve magnifique cette voiture. Ce qui va pêcher pour être peut-être à la première position, c'est le prix, comme je vous l'ai dit. On est à quelques milliers d'euros d'écart avec une Golf 8, hein, c'est pas rien, plusieurs milliers d'euros d'écart, on a tous un budget à respecter, hein, vous le savez comme moi. Donc la Golf risque de se faire grignoter des parts de marché par cette quatrième génération de la série 1, qui selon moi va se vendre davantage en France. De là à dire qu'elle va pouvoir prendre la place de la Golf, je ne pense pas tout de suite. Ça va lui prendre peut-être 1 à 2 ans, mais son positionnement tarifaire, de fait, va l'empêcher de prendre la première place du podium. La deuxième place, elle va la garder. Elle risque de distancer les Audi A3 et les Classe A pendant les 2 prochaines années sans aucun souci. À mon avis, elle risque en France de peut-être monter à 12, 13 000, 14 000 ventes, mais il y aura la Golf 8 en tête du peloton. Ça, c'est une certitude. En tout cas, cette quatrième génération de la série 1, selon moi, c'est une réussite esthétique. Au niveau technologique, c'est la même chose. Je suis un fan de BMW et malheureusement, la troisième génération, j'étais vraiment pas fan du tout. Celle-ci a une identité visuelle beaucoup plus marquée et beaucoup plus en phase avec ce qu'on attend d'une compacte premium. Donc rien que pour ça, je trouve, et ça n'engage que moi, que cette quatrième génération est mieux réussie que la précédente. J'espère que cet essai vous a plu, les amis. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Le Vendeur Automobile. C'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé en 4K maintenant. Donc profitez-en sur vos grands écrans de télévision. Pareil, sur mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Donc foncez vous abonner. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!